Ma belle-mère a dit lors du dîner du week-end, nous en avons assez de vivre ensemble comme ça. J'ai répondu, très bien. Je vais déménager. Le lendemain matin, je suis parti sans jamais regarder en arrière. Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 30 ans. Samedi dernier, la table du dîner dans notre vieille maison sur la Corniche près de Marseille, en France, s'est transformée en champ de bataille en une seule phrase. Ma belle-mère s'est penchée en avant, la fourchette en l'air. Nous en avons assez de vivre ensemble comme ça. Mon père a hoché vivement la tête. Léo a gardé les yeux sur son assiette, la mâchoire serrée. J'ai senti l'atmosphère changer. Aucune hésitation. J'ai repoussé ma chaise. D'accord, je vais déménager. La pièce s'est figée. Personne n'a essayé de m'arrêter. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste l'écho de mes mots suspendus dans l'air. Le lendemain matin, 5h47. Avant que la brume matinale sur la mer ne se lève, j'ai traîné 2 valises dans les escaliers qui craquaient. Les clés en main, le coffre claqué, le moteur a grondé. J'ai reculé hors de l'allée, les pneus crachant du gravier, et j'ai roulé droit vers le lever du soleil. Pas un regard dans le rétroviseur. Pas un signe d'adieu. Parti. Commentez, si vous avez déjà dû vous choisir et que vous n'avez jamais regardé en arrière. 1 an plus tôt, mon téléphone a sonné à 19h. J'étais dans mon minuscule appartement du centre-ville de Marseille, ordinateur portable ouvert, en train de finaliser une proposition pour un client de l'agence où je gérais des campagnes marketing. L'identifiant de l'appelant affichait Sophie Marchand, ma belle-mère. Sa voix s'est brisée à travers la ligne, paniquée. La banque va saisir la maison. Nous allons la perdre si nous ne payons pas tout de suite. J'ai posé mon café. Elle a expliqué comment l'hypothèque avait pris du retard, les lettres s'empilant, les derniers avis ignorés. Philippe Dubois, mon père, avait promis de tout gérer après l'avoir épousée, mais de toute évidence, il ne l'avait pas fait. Ils avaient besoin d'argent rapidement, sinon la villa sur la corniche surplombant la mer Méditerranée serait perdue. À ce moment-là, j'avais construit une vie solide par moi-même. Mon loyer était abordable. Les promotions arrivaient régulièrement, et les week-ends étaient synonymes de brunch avec des collègues ou de courses tranquilles le long du front de mer. Mais la maison gardait les souvenirs de mon enfance avant le divorce, avant que Sophie et Léo n'entrent en scène. Mon père suppliait en arrière-plan, disant que la famille restait unie. Contre tout instinct, j'ai accepté d'aider. La semaine suivante, j'ai rompu mon bail. La pénalité s'élevait à 1850 €, engloutissant la moitié de mes économies. J'ai chargé des cartons dans ma berline et j'ai conduit les 20 minutes jusqu'à l'ancien quartier. La structure à 2 étages semblait la même, revêtement bleu délavé, porche qui craque, mais l'ambiance à l'intérieur avait changé. Sophie m'a accueilli avec une brève étreinte, énumérant déjà les factures. Mon père m'a tapé sur l'épaule comme si j'étais la solution à des années de mauvais choix. Léo, affalé sur le canapé avec son téléphone, a à peine levé les yeux. La première chose que j'ai faite a été de m'attaquer aux arriérés. 3 mois de paiement manqués totalisaient plus de 4 650 €. J'ai transféré les fonds depuis mon compte d'urgence, regardant le solde chuter à presque rien. Puis j'ai mis en place le paiement automatique pour l'hypothèque régulière de 1 700 €, directement depuis mon salaire. Sans retard. Les services publics ont suivi, électricité, eau, internet, tout a été mis à mon nom pour éviter les coupures. Mon père a promis qu'il participerait bientôt grâce à son travail de vendeur d'assurance, mais je ne me faisais pas d'illusions. Sophie a mentionné que Léo avait besoin d'un moyen de transport fiable pour ses cours à l'IUT qui commençaient bientôt. Sa vieille guimbarde tombait constamment en panne, le laissant en plan. J'ai cherché des VUS d'occasion en ligne, j'en ai trouvé un sous garantie et j'ai couvert la compte ainsi que le premier versement de l'assurance. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, disant que cela garderait le gamin concentré sur ses études. Léo a pris les clés sans un merci, faisant vrombir le moteur comme si elle lui avait toujours été destinée. Les courses sont aussi devenues mon domaine. Sophie me donnait des listes chargées de produits biologiques, de coupes de viande de première qualité et de collations spécialisées bien au-delà des produits de base. Le total hebdomadaire dépassait les 280 €, débités sur la carte à laquelle je l'avais ajouté pour les urgences. Mon père remplissait le réfrigérateur de bières artisanales et d'entrecôtes de luxe, prétendant en avoir besoin pour des réunions avec des clients à la maison. J'ai avalé la dépense, me disant que la stabilité finirait par payer. Des missions en freelance remplissaient mes soirées.
Après les heures de l'agence, je concevais des logos pour de petites entreprises, je rédigeais des textes publicitaires, n'importe quoi pour reconstruire ce que j'avais vidé. Mon sommeil s'est réduit à 5 heures, mais les chiffres se sont stabilisés. La banque a cessé d'appeler, les avis ont cessé d'arriver. Sophie s'est détendue, planifiant des sorties le week-end. Mon père se vantait auprès des voisins de mon « grand travail en ville » qui sauvait la situation. Léo a amélioré sa garde-robe, postant de nouvelles tenues en ligne. Je suivais tout dans un tableur, contribution contre sortie. Ma colonne s'alourdissait, les leurs restaient vides. Mon père balayait les questions d'un revers de main, disant que les marchés étaient lents, mais qu'une grosse commission se profilait. Sophie a suggéré que j'automatise plus de paiements pour lui, libérer du temps. Léo a demandé s'il était possible d'améliorer le Wi-Fi de la maison pour un meilleur streaming. Chaque demande arrivait de manière désinvolte, attendue. Chloé, mon amie d'université qui vivait toujours à proximité, m'a retrouvé pour un café un après-midi. Elle a écouté pendant que je me plaignais de cette hémorragie financière. Il te traite comme un distributeur de billets, a-t-elle dit sans détour. Ton père y compris. Quand vas-tu fixer des limites? J'ai écarté sa remarque, insistant sur le fait que c'était temporaire. La famille d'abord, n'est-ce pas? Mais le doute s'est insinué dans les moments calmes, lorsque je regardais la mer depuis la terrasse arrière, me demandant combien de temps je pourrais tenir. Les mois se sont fondus dans une routine. Les relevés de cartes de crédit arrivaient plus épais à chaque cycle, les frais s'accumulant de toutes parts sans pause. Sophie a ajouté des abonnements de streaming premium pour les soirées cinéma, puis a amélioré le forfait câble pour inclure les chaînes sportives que Léo exigeait pour les jours de match. Mon père a commandé une télévision intelligente de 75 pouces en ligne, livraison prévue en milieu de semaine, insistant sur le fait que le salon avait besoin d'une mise à niveau pour recevoir des clients potentiels. La facture est arrivée sur mon bureau au travail, plus de 1850 € avant taxe. Le semestre de Léo à l'IUT a débuté avec une facture de frais de scolarité que je n'avais pas anticipée. Livres, frais de laboratoire, permis de stationnement, tout a été acheminé vers mon courriel pour un paiement immédiat. J'ai viré les fonds avant le déjeuner, sautant mon propre repas pour éviter de tomber davantage à découvert. Les courses se sont transformées en expéditions quotidiennes. Sophie envoyait des listes par texto depuis le rayon du magasin, empilant du lait d'amande, du bœuf nourri à l'herbe et des fromages importés qui disparaissaient du jour au lendemain. Les totaux hebdomadaires ont grimpé au-delà de 370 €, débités automatiquement depuis que j'avais lié la carte familiale. Mon père a justifié la télévision comme une dépense professionnelle, la rentrant lui-même et la montant au-dessus de la cheminée. Les soirées étaient remplies du son surround des films d'action tandis que j'équilibrais des tableurs dans la cuisine, réaffectant des fonds pour couvrir le coût. Léo s'étalait sur le nouveau canapé sectionnel, un autre achat impulsif dont Sophie jurait qu'il était en solde, se plaignant que l'ancien canapé lui faisait mal au dos pendant ses sessions d'études. Chloé m'a retrouvé devant l'agence un vendredi après les heures de travail. Nous avons pris des tacos à emporter d'un food truck près du Vieux-Port, assise sur un banc tandis que les mouettes tournoyaient au-dessus de nous. Elle a parcouru le dernier relevé que j'ai affiché sur mon téléphone. Ton père est aussi dans le coup, a-t-elle dit en montrant le débit pour l'électronique. Ils te traitent tous comme un distributeur de billets. Quand est-ce que ça s'arrête? J'ai ri pour balayer la remarque, prétendant que les choses s'équilibreraient une fois que mon père aurait conclu une grosse police d'assurance. Mais ces mots sont restés, résonnant pendant les trajets nocturnes pour rentrer à la maison. Les plaisirs personnels ont été les premiers à disparaître. Les cours de yoga du week-end ont été annulés, trop chers avec la hausse du prix de l'essence. Les dîners au restaurant se sont transformés en sandwichs emballés à mon bureau. Les pauses café sont devenues du café préparé au bureau pour économiser 5 € par jour. Les projets en freelance se sont multipliés. J'ai proposé la gestion des médias sociaux à des boutiques locales, j'ai élaboré des campagnes par courriel pour des startups, n'importe quoi avec un délai d'exécution rapide. Les factures partaient à minuit, les paiements arrivant au compte-gouttes pour combler la dernière brèche. Sophie a pris des rendez-vous chez le dentiste pour Léo, des consultations chez l'orthodontiste qu'elle jugeait urgentes. J'ai couvert les quotes-parts et les suivis, jonglant avec mes propres délais. Mon père a mentionné que son camion avait besoin de nouveaux pneus pour la sécurité lors des visites commerciales. Le devis du garage dépassait 750 €. Il a laissé l'estimation sur le comptoir, s'attendant à une action sans discussion. Un soir, mon père m'a coincé dans le couloir après que Léo soit monté à l'étage. Tu as des responsabilités envers cette famille, a-t-il déclaré,
la voix basse mais ferme, que cela te plaise ou non. Les mots ont atterri lourdement, impliquant que l'obligation primait sur l'équité. J'ai hoché la tête, me retirant dans ma chambre pour effectuer un autre virement. Le linge s'accumulait pendant que je travaillais les week-ends, pliant les vêtements entre les appels vidéo. Sophie a demandé une contribution pour un nouvel ensemble laveuse-sécheuse, l'ancien faisait trop de bruit pendant ses émissions. Léo a demandé des périphériques de jeu pour rester compétitif en ligne avec ses amis. Chaque demande était enveloppée de nécessités, formulées nonchalamment au petit déjeuner. Les alertes bancaires sonnaient sans relâche, avertissement de solde bas, confirmation de paiements automatiques à venir. J'ajustais les budgets chaque soir, supprimant les essais de streaming que je n'utilisais jamais et annulant les abonnements superposés sous les profils familiaux. Le sommeil s'est fracturé en segments, le réveil réglé pour les réunions matinales de l'agence. Chloé m'a envoyé un texto en milieu de semaine pour prendre de mes nouvelles. J'ai avoué mon épuisement lors d'un bref appel depuis le parking. Elle m'a conseillé de fixer des limites, suggérant des comptes séparés ou des plafonds. La mise en œuvre semblait impossible sans confrontation, alors j'ai doublé mes heures de freelance à la place, les yeux brûlants à cause des écrans. Mon père a organisé un barbecue pour ses collègues, remplissant les glacières de bières artisanales et faisant griller des entrecôtes que j'avais prépayées via l'application du boucher. Les invités ont loué l'organisation, me tapant dans le dos pour un talent d'hôtesse que je finançais en silence. Le nettoyage m'est revenu pendant que les autres se détendaient sur la terrasse. Léo a réussi un examen de mi-session, célébrant avec des sushis à emporter débités sur la carte. Sophie a planifié une journée spa en récompense, pour elle-même, réservant des massages et des soins du visage sous mon nom pour les points de fidélité. Les relevés reflétaient chaque indulgence, les soldes se rapprochant des limites que je jonglais avec des virements. Les revenus de freelance ont stabilisé l'hémorragie mais ont érodé mon temps. Les anniversaires sont passés inaperçus, le mien y compris sans cadeaux échangés au milieu des sorties d'argent. Chloé a envoyé une carte avec des cartes cadeaux pour du café, une petite bouée de sauvetage que j'utilisais avec parcimonie. Mon père a répété le discours de la responsabilité pendant les dîners, présentant le soutien comme un devoir. Sophie acquiesçait, Léo hochant la tête entre deux bouchées. La dynamique s'est solidifiée, les demandes allaient dans un sens, la gratitude était absente. Un mardi après-midi, tout a changé. Je suis rentré de l'agence plus tôt que d'habitude. Le courrier était éparpillé sur le comptoir de la cuisine au milieu des contenants de plats à emporter du déjeuner. Parmi les prospectus et les coupons se trouvait une enveloppe épaisse de la compagnie de cartes de crédit, adressée à moi, mais sans mention d'urgence. La curiosité m'a poussé à l'ouvrir sur le champ, dépliant des pages de transactions qui m'ont retourné l'estomac. Le relevé totalisait 7 500 €, un chiffre exactement plus élevé que n'importe quel cycle précédent. Les lignes de dépenses sautaient aux yeux en gras, un sac à main de créateur d'une boutique de Nice pour Sophie, débité lors d'un week-end qu'elle avait qualifié de « thérapie par le shopping essentiel ». En dessous, le prix total de l'énorme télévision que mon père avait installée des semaines plus tôt, financée par la carte pour une promotion à taux zéro qui, curieusement, ne s'était jamais appliquée. Les entrées de Léo incluaient des baskets de luxe et des semelles orthopédiques sur mesure étiquetées comme « médicales », mais associées à des reçus de magasins de jeux vidéo. Je me suis effondré sur une chaise, faisant défiler davantage sur l'application de mon téléphone pour les détails. Les dates coïncidaient avec des sorties familiales que j'avais financées mais auxquelles je n'avais pas participé, des achats effectués pendant que je jonglais avec les chiffres à mon bureau. Le solde était reporté des mois précédents, les intérêts s'accumulant sur des montants que je pensais être ponctuels. Comment cela avait-il pu dégénérer à ce point sans une seule conversation? Ensuite, je me suis connecté au compte d'épargne-études que mon père avait ouvert des années auparavant pour l'avenir de Léo. J'y contribuais mensuellement par virement automatique, une habitude prise en emménageant pour m'assurer que l'éducation restait une priorité. Le tableau de bord s'est chargé lentement, puis a affiché 0 dans tous les champs. Les contributions mentionnaient mon nom à plusieurs reprises, mais les retraits les avaient toutes effacés. L'historique des transactions a révélé des virements vers un compte courant partagé by mon père et Sophie, acheminés par ce qui ressemblait à des avances de fonds. La panique s'est mêlée à la fureur tandis que je recoupais les dates. Le fonds avait diminué de moitié au cours du premier trimestre, pour atteindre 0 le mois dernier. Aucune notification ne s'était déclenchée car je n'étais pas la propriétaire principale. Mon père détenait ce rôle, permettant un drainage silencieux. J'ai imprimé des captures d'écran, les preuves s'empilant sur la table comme un puzzle qui s'assemble.
des recherches plus approfondies ont révélé un accord de prêt sur salaire co-signé par mon père et Sophie pour 5 500 € à 25% d'intérêt. Le site du prêteur indiquait que l'origine remontait au printemps dernier, les fonds étant décaissés pour couvrir les découverts du même compte courant. Le calendrier de remboursement exigeait de grosses sommes mensuelles, expliquant les récentes pénuries de liquidités qu'ils imputaient aux fluctuations du marché. Le prêt comblait les lacunes des économies vidées, un pansement désespéré sur des trous plus profonds. Léo est entré pour une collation, apercevant les papiers. Ses yeux se sont écarquillés devant les relevés, mais il n'a rien dit, attrapant un soda et se retirant à l'étage. Plus tard, un examen du stockage en nuage familial partagé a révélé des messages entre lui et Sophie discutant de l'état du fonds des semaines auparavant. Il reconnaissait l'épuisement dans des textos, acceptant de garder le silence si son argent de poche continuait. Des captures d'écran ont immortalisé son emoji pouce levé au plan de sa belle-mère pour brouiller les pistes avec le prêt. J'ai affronté les chiffres seuls cette nuit-là. L'application de la calculatrice ouverte à côté des registres bancaires. Mes contributions à l'épargne dépassaient 9 300 € sur la période, disparues sans laisser de traces au-delà de leurs dépenses. La carte de crédit portait uniquement mon nom, la responsabilité m'incombait entièrement malgré les ajouts non autorisés. Les intérêts sur le prêt étaient composés chaque semaine, poussant la dette totale dans un territoire qui menaçait ma cote de crédit. Les preuves ont été compilées dans un dossier, relevés imprimés, historique de connexion, documents de prêt, échange de textos téléchargés. Chaque pièce confirmait un schéma de dissimulation délibéré, des membres de la famille se coordonnant dans mon dos. Les commissions d'assurance de mon père ne se sont jamais matérialisées pour compenser le travail à temps partiel de Sophie, qui ne couvrait que les cosmétiques. Le travail de Léo sur le campus n'existait que de nom mais était très peu rémunéré. La prise de conscience s'est installée, froide. Chaque paiement que j'ai fait a permis l'épuisement, ma confiance a été exploitée systématiquement. L'hypothèque de la maison restait à jour grâce au paiement automatique, mais mes comptes personnels saignaient. Le fonds d'urgence, reconstitué grâce au freelance, était vulnérable si les schémas se poursuivaient. Léo est réapparu vers minuit, des écouteurs autour du cou. Il a jeté un coup d'œil au dossier, le visage blêmissant, mais n'a offert aucune explication avant de retourner dans sa chambre. Le silence en disait long, sa complicité évidente dans son évitement. Sophie et mon père dormaient profondément au bout du couloir, ignorant que le voile était levé. J'ai sécurisé les documents dans un tiroir verrouillé, mon esprit parcourant les implications. L'utilisation du crédit approchait du maximum, des impacts potentiels sur les futurs prêts où les demandes d'appartements se profilaient. Les conditions agressives du prêt risquaient des cycles de défaut de paiement si elles étaient ignorées, les agences de recouvrement appelant sans relâche. Le sommeil m'a complètement fui, les scénarios se déroulant dans ma tête. La confrontation promettait le déni, la déviation sur mon rôle de pourvoyeur. Les preuves contredisaient les excuses, mais les retombées émotionnelles garantissaient le chaos. Le fonds destiné aux études de Léo finançait désormais des produits de luxe, sa prise de conscience scellant la trahison. À l'aube, une résolution s'est formée, rassembler plus de preuves, protéger mes actifs, planifier une sortie. Le poids du relevé persistait physiquement, les pages froissées par la manipulation. Les 7 500 € représentaient des mois d'heures supplémentaires, des sacrifices effacés en quelques transactions. Le travail offrait le seul point positif. L'agence a décroché un client national, lançant une refonte de la marque sur plusieurs marchés, et la direction m'a choisi pour diriger la stratégie numérique. Les réunions s'étiraient jusqu'au soir, les séances de brainstorming alimentées par des plats à emporter et des tableaux blancs couverts de calendriers. Les collègues collaboraient de manière transparente, les idées fusaient sans le poids des agendas cachés. Les délais étaient serrés, mais le défi me dynamisait, détournant mon attention des frustrations à la maison. Des semaines de préparation ont abouti à une présentation qui a impressionné les dirigeants. La réponse a été rapide, promotion au poste de stratège senior, avec effet immédiat. Le salaire a bondi de 30%, avec des primes structurées autour des jalons de la campagne. Pour la première fois depuis mon retour, les projets d'avenir semblaient tangibles, objectifs d'épargne, investissement potentiel, une marge de manœuvre au-delà de la survie. Je suis rentré à la maison ce vendredi-là, impatiente de partager la nouvelle, répétant des annonces décontractées dans ma tête. La maison bourdonnait de l'énergie du week-end, Sophie préparant des apéritifs dans la cuisine tandis que mon père zappait sur l'écran surdimensionné. Léo était affalé à proximité, parcourant des annonces de voitures sur sa tablette. Les assiettes ont été posées sur la table, la conversation légère,
jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. Grande nouvelle du travail, ai-je commencé en souriant. Le contrat national a été signé, et ils m'ont promu. L'augmentation de salaire commence au prochain cycle. Sophie s'est arrêtée, en pleine découpe d'un plateau de fromage. Bien, mais Léo a besoin d'un nouveau véhicule pour ses cours. Elle a fait un geste vers sa tablette. Ce vieux VUS n'arrête pas de caler sur l'autoroute, ce n'est pas sûr pour les trajets quotidiens. Le changement a été immédiat. Ma réussite a été recadrée comme une solution à son problème. Mon père a posé sa fourchette, se penchant en arrière. Tu gagnes plus maintenant, alors contribue davantage au foyer au lieu de planifier des projets personnels. Son ton était empreint d'attente, comme si l'augmentation m'obligeait à des poches plus profondes pour les besoins collectifs. Pas de félicitations, juste du calcul. Léo s'est redressé, les yeux brillants. Génial. Alors finance cet ordinateur portable de jeu. J'en ai trouvé un avec des spécifications élevées pour les projets de rendu, c'est pratiquement essentiel pour l'école. Il a fait glisser l'appareil, les spécifications surlignées, le prix à 4 chiffres. La jalousie transparaissait sous la demande, le succès tordu à son profit. Les réponses se sont enchaînées sans pause, chacune superposant des exigences à ma réussite. Sophie a détaillé les problèmes de fiabilité du véhicule actuel de Léo, citant des devis de mécaniciens pour des réparations dépassant la valeur de reprise. Mon père a souligné que les dépenses partagées augmentaient avec l'inflation, positionnant mon revenu comme l'égaliseur. Léo a mis en favori des configurations, ajoutant des périphériques à sa liste de souhaits. Je suis resté abasourdi, la fourchette intacte. La promotion signifiait la stabilité, mais ici, elle alimentait l'escalade. Les contributions précédentes étiraient déjà les limites, mais cela semblait prédateur, une célébration détournée pour des améliorations. Sophie a suggéré des essais sur route pour le lendemain. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Léo a souri à l'écran. La conversation a pivoté vers la logistique, options de financement, extension de garantie, délai de livraison. Mon avis n'était sollicité que pour les méthodes de paiement, mes préférences sur la couleur rejetée. La soirée s'est dissoute dans la planification de leurs acquisitions, mon rôle réduit à celui de financier. Plus tard, seul dans ma chambre, le schéma s'est cristallisé. La réussite déclenchait l'extraction, pas la fierté. L'augmentation destinée à l'indépendance était maintenant réservée à leur convenance. Les besoins scolaires de Léo s'étendaient à chaque manne financière. Les nécessités de Sophie étaient sans fin. La juste part de mon père n'était pas définie. Les courriels de l'agence arrivaient avec les félicitations des chefs d'équipe, des high-fives virtuels dans les discussions de groupe. La réalité à la maison contrastait fortement, le succès utilisé comme une arme contre moi. Les limites s'estompaient davantage, les demandes justifiées par la proximité. Les courses du week-end comprenaient des visites chez les concessionnaires, Sophie conduisant des remplacements potentiels pendant que je suivais avec les détails de crédit. Mon père examinait les contrats à la table de la cuisine, soulignant les incitations. Léo testait les systèmes d'infodivertissement, le volume des démonstrations à fond. Les signatures exigeaient mon nom, la responsabilité était entièrement mienne. De retour à la maison, l'ordinateur portable est arrivé par livraison express. Léo l'a déballé avec excitation, les tutoriels d'installation jouant à plein volume. Sophie admirait le design élégant. Mon père a commenté la puissance de traitement, la jugeant également adaptée aux affaires, laissant entendre une utilisation partagée. Le cycle s'est renforcé, le progrès était accueilli par des mains tendues. Les avantages de la promotion étaient redirigés avant même le dépôt, l'autonomie illusoire. La reconnaissance des collègues soutenait mon moral, mais la ponction domestique s'intensifiait. Chloé a appelé le dimanche soir, sentant la tension dans ma voix. J'ai raconté l'embuscade du dîner, les exigences s'accumulant. Elle a écouté en silence, puis m'a conseillé de tout documenter séparément. Les victoires professionnelles méritaient d'être protégées, pas pillées. Pourtant, la mise en œuvre piétinait au milieu des sollicitations quotidiennes. Sophie a programmé des vidanges pour le véhicule entrant. Présumant de mon augmentation, Léo a personnalisé l'ordinateur portable avec des téléchargements de logiciels, accumulant des dépassements de données. La prise de conscience s'est installée, le succès invitait à l'exploitation, la famille considérant la prospérité comme un pot commun. L'avancement individuel menaçait le statu quo, provoquant des réclamations immédiates pour maintenir l'équilibre. Le vendredi soir a apporté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Je suis rentré d'un appel tardif avec un client, la maison silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Le téléphone de Sophie était posé face vers le haut sur le comptoir, l'écran encore allumé d'une utilisation récente. Les notifications s'empilaient, mais une conversation a attiré mon attention, des messages échangés avec mon père plus tôt dans la journée. La curiosité a pris le pas sur la vie privée. J'ai tapoté dessus, mon rythme cardiaque s'accélérant à mesure que les mots se chargeaient. Le texto de Sophie disait, « Quand Camille déménagera, nous serons tous plus à l'aise. » L'horodatage coïncidait avec l'annonce de ma promotion au dîner. Mon père a répondu presque immédiatement, « Dis-lui de déménager. Elle gagne beaucoup d'argent maintenant. Elle peut prendre soin d'elle-même. » Pas d'émoji, pas d'hésitation, juste une stratégie froide tapée en toutes lettres. Je suis resté figé, le téléphone lourd dans ma main. Le plan se déroulait dans les suggestions suivantes, des plaintes désinvoltes sur l'espace, des allusions à l'indépendance convenant à mon nouveau rôle. Sophie a proposé de le faire après le prochain salaire, s'assurant que la couverture hypothécaire soit transférée en douceur. Mon père a accepté, décrivant comment le présenter comme un avantage mutuel, en évitant la confrontation directe. L'appareil a glissé pour retrouver sa place exacte, l'écran s'éteignant. À l'étage, des rires étouffés provenant de la chambre de Léo se sont fait entendre, inconscients ou complices. Je me suis retiré dans ma chambre, la porte fermée doucement, mon esprit traitant la trahison par couches successives. La promotion célébrée quelques heures plus tôt catalysait maintenant mon expulsion, l'augmentation de revenus étant le déclencheur. Une action immédiate s'imposait. L'ordinateur portable ouvert, j'ai compilé les fichiers numériques. D'abord, les relevés de crédit ont été numérisés à partir des versions papier. Les extraits bancaires ont été téléchargés avec les identifiants de transactions intacts. L'historique du fonds d'études a été sauvegardé en format PDF, le solde nul étant flagrant. Les documents du prêt sur salaire ont été extraits des archives de courriel, les signatures surlignées. Des photos du téléphone ont capturé la conversation par texto, les horodatages préservés. Des copies physiques ont suivi, l'imprimante vrombissant à faible vitesse tandis que les pages s'empilaient soigneusement. Les enveloppes ont été étiquetées par catégorie, scellées pour la sécurité. Un disque dur externe a tout sauvegardé 2 fois. Un téléversement sur le nuage a été chiffré sous un nouveau compte. Chaque étape était méthodique, effaçant les empreintes numériques des appareils partagés. Les valises sont sorties du placard, la poussière essuyée. L'essentiel a été emballé efficacement, tenue de travail pliée, trousse de toilette zippée, chargeur d'ordinateur portable enroulé. Les documents personnels ont été transférés dans un coffre-fort portable, les clés dupliquées plus tôt cette semaine-là. La garde-robe a été réduite au strict nécessaire, laissant l'excédent pour donner une apparence de normalité. Une recherche de motel a été lancée en mode incognito, à 30 minutes au nord, une chaîne économique avec des tarifs à la semaine. Une réservation a été confirmée sous un pseudonyme, le paiement prépayé via une carte virtuelle. La confirmation a été envoyée par courriel à une nouvelle adresse, imprimée en guise de sauvegarde. L'itinéraire a été tracé, évitant les autoroutes principales, le réservoir d'essence rempli plus tôt. Léo est passé dans le couloir, hochant la tête nonchalamment en route vers la cuisine. Aucun soupçon n'a été enregistré, son attention portée sur une collation de fin de soirée. Sophie a appelé depuis le salon pour parler des projets du week-end, sa voix empreinte de l'attente de ma participation. Mon père est resté dans son bureau, la porte entr'ouverte, la télévision murmurant des rapports boursiers. L'emballage a été interrompu pour des interactions normales. Le nettoyage du dîner a été partagé, la vaisselle chargée sans commentaire. La conversation a été orientée vers des sujets neutres, prévisions météorologiques, événements locaux. À l'intérieur, le détachement grandissait, les réponses automatisées pendant que je cataloguais mentalement les sorties. La nuit s'est approfondie, la maison s'installant dans le silence. Un dernier balayage pour s'assurer qu'aucune trace ne subsistait. L'historique du navigateur effacé, la corbeille vidée, les fichiers temporaires supprimés. Les valises ont été roulées silencieusement jusqu'au garage, positionnées près de la porte latérale pour un chargement rapide. Les clés de la voiture dans la poche, le réveil préréglé pour un départ matinal. Une brève réflexion a fait surface. Des années de soutien réduites à un inconvénient une fois que l'autosuffisance menaçait. Les messages confirmaient leurs priorités, le confort avant la parenté, les finances avant la fidélité. La décision s'est solidifiée sans regret. Le chemin à suivre était clair.
Le réveil a sonné à 4 heures du matin, le volume bas. Les dernières vérifications ont été effectuées. Lumières éteintes, pas de mots, présence effacée. Les sacs ont été soulevés dans le coffre sous le couvert de l'obscurité, le couvercle fermé doucement. Le moteur a démarré à distance, chauffant sans bruit. La sortie de l'allée s'est faite en marche arrière, les phares éteints jusqu'à la rue. L'enregistrement au motel s'est déroulé sans encombre, le réceptionniste peu intéressé par les détails. La carte clé de la chambre a été passée, la porte verrouillée derrière moi. L'espace était sobre mais privé, lit fait, bureau dégagé, fenêtre donnant sur le parking. L'ordinateur portable allumé, les fichiers passés en revue une dernière fois. Les preuves ont été organisées en chronologie, des annotations ajoutées pour plus de clarté. Le sommeil est venu par fragments, l'esprit alerte aux bruits extérieurs. L'aube a filtré à travers les rideaux. Le café a été préparé avec la machine de la chambre. Mon emploi du temps à l'agence a été ajusté à distance, une journée personnelle demandée, invoquant une urgence familiale. L'approbation a été accordée sans question, la flexibilité étant un avantage du nouveau poste. Les messages de la maison ont commencé en milieu de matinée. Sophie s'enquérait des préférences pour le petit déjeuner. Mon père me rappelait le tour de rôle pour l'entretien du jardin. Léo m'a envoyé un texto à propos d'invitation à des jeux. Les réponses ont été retardées, puis génériques, occupées par des appels professionnels. La tension montait, invisible, leur ton décontracté contrastant avec ce que je savais. La préparation s'est étendue aux finances. Un nouveau compte bancaire a été ouvert en ligne. Le dépôt direct a été redirigé, à partir du prochain cycle. Les limites de la carte de crédit ont été gelées, les utilisateurs autorisés supprimés. Le paiement automatique de l'hypothèque a été mis en pause en attendant un examen, le solde du compte séquestre étant suffisant pour un cycle. Les transferts de services publics ont été initiés à leurs noms principaux, avec effet immédiat. La documentation a été envoyée par courriel à moi-même depuis un serveur sécurisé, des copies postées à une boîte postale louée la veille. Des couches de protection assuraient l'accès quelle que soit la confrontation. Le séjour au motel a été prolongé d'une nuit, un tampon pour la transition. L'après-midi a apporté une planification tranquille. Les annonces d'appartements ont été parcourues, les critères affinés à la proximité du centre-ville. Les demandes de location ont été préparées, les références alignées auprès des collègues. Le budget a été recalculé avec un seul revenu ciblé, le coussin de la promotion offrant un levier. La soirée s'est installée avec un plat à emporter d'un service au volant, mangé à la petite table. Les chaînes de télévision ont été zappées nonchalamment, le volume coupé. L'isolement semblait libérateur, les décisions m'appartenant entièrement. Les messages n'ont pas été vérifiés, le téléphone en mode avion pour préserver la batterie et la paix. La deuxième nuit au motel a renforcé ma résolution, le sommeil plus profond, les rêves non troublés par les obligations. La lumière du matin a signalé la phase suivante, le départ programmé avant l'heure de pointe. Le trajet de retour a été planifié via un itinéraire alternatif, l'arrivée non annoncée. Le samedi matin est arrivé, vif. À 6 heures précises, j'ai sorti la voiture du parking du motel et me suis engagé sur le boulevard tranquille, les fenêtres baissées pour laisser l'air matinal me vider la tête. Le trajet vers le sud a duré moins de 30 minutes, des virages familiers me ramenant à la maison de la Corniche une dernière fois. Aucun trafic n'a retardé l'approche, le quartier dormait dans le calme du week-end. Je me suis garé en bordure de rue, le moteur éteint, et j'ai chargé les dernières boîtes empilées pendant la nuit dans le garage, des objets trop encombrants pour la première fuite. Les portes se sont verrouillées derrière moi avec un léger déclic, les clés laissées sur le crochet à l'intérieur comme prévu. De retour dans le véhicule, je me suis éloigné sans cérémonie, la structure rapetissant dans le rétroviseur jusqu'à disparaître au détour d'un virage. La liberté s'est installée immédiatement, sans regret obscurcissant l'horizon. Le centre-ville de Marseille m'appelait, un appartement temporaire sécurisé en milieu de semaine grâce aux relations de l'agence, le bail signé numériquement pour une occupation immédiate. L'après-midi m'a trouvé installé à la table d'angle d'un café, l'ordinateur portable connecté à un Wi-Fi sécurisé. Des courriels ont été rédigés séparément pour mon père, Sophie et Léo. Les objets étaient neutres, les corps de texte concis. Les pièces jointes regroupaient toutes les preuves, relevés numérisés détaillant les frais non autorisés, extraits bancaires montrant l'épuisement des fonds, accords de prêt avec signature, capture d'écran de messages horodatés. Un seul paragraphe expliquait la décision de retirer mon soutien, à compter d'aujourd'hui.
Paiements automatiques annulés, comptes séparés. Pas d'accusation, juste des faits présentés pour examen. Les boutons « Envoyer » ont été cliqués en séquence, les confirmations de livraison apparaissant. Le téléphone a été mis en mode « Ne pas déranger », le volume coupé. Les réponses ont afflué, comme prévu. Mon père a appelé en premier, la messagerie vocale déversant sa rage sur l'ingratitude et la trahison familiale, des menaces d'action en justice pour les biens partagés. Sophie a suivi, des sanglots résonnant à travers des supplications enregistrées pour la compréhension et la réconciliation. Léo a envoyé des textos à plusieurs reprises, des promesses de remboursement mêlées à des supplications pour « une chance de plus », des émojis implorants. Chaque contact a été bloqué progressivement, numéros, courriels et liens de réseaux sociaux coupés net. Le travail à l'agence a repris le lundi, les responsabilités de la promotion m'immergeant dans les lancements de campagne. Les collègues ont remarqué mon attitude plus légère, l'attribuant à un trajet réduit. De nouvelles routines se sont formées, courses matinales le long du front de mer, soirées de détente avec des livres ou la finalisation de projets en freelance. Les meubles de l'appartement sont arrivés au fur et à mesure, un bureau minimaliste, un canapé confortable, des plantes ajoutant de la vie au mur neutre. 3 mois se sont écoulés dans un rythme productif. Des nouvelles ont filtré à travers les archives publiques et des connaissances mutuelles, évitant tout contact direct. Les paiements de l'hypothèque ont été manqués sans ma contribution, les avis de la banque s'intensifiant jusqu'à la procédure de saisie. La vente aux enchères a été programmée, la propriété vendue lors d'une vente aux enchères judiciaires pour couvrir les dettes. Mon père, Sophie et Léo ont été expulsés, leurs biens entassés dans un seul camion de déménagement destiné à un appartement d'une chambre dans un complexe délabré des quartiers sud de Marseille. Léo a abandonné ses cours à l'IUT en milieu de semestre, les crédits perdus, l'inscription reportée indéfiniment. Des doubles quarts de travail dans un entrepôt et un fast-food remplissaient ses journées, ses salaires couvrant à peine sa part de loyer. La licence d'assurance de mon père a expiré suite à des renouvellements manqués, les pistes de clients se sont taries et son poste a été supprimé pour des raisons de performance. Les recherches d'emploi ont abouti à des postes de magasinier d'entrepôt ou de livreur, la fierté ravalée pour survivre. Mon chemin a radicalement divergé. L'épargne s'est reconstituée régulièrement, les primes de promotion finançant des investissements et des réserves d'urgence. Le bail de l'appartement a été prolongé annuellement, l'emplacement étant central pour le travail et les commodités. Mon cercle social s'est élargi grâce au réseau professionnel, les dîners avec Chloé devenant des moments forts mensuels. Mon numéro de téléphone a été changé, l'ancienne adresse électronique archivée, l'empreinte numérique nettoyée de tout lien familial. Aucune rencontre n'a eu lieu. Pas de rencontre fortuite à l'épicerie, pas d'invitation pour les fêtes à ignorer. Les amis communs ont respecté les limites, les nouvelles n'étant partagées que sur insistance. La séparation s'est avérée absolue, la paix gagnée par des coupes décisives. Leurs conséquences découlaient directement d'une exploitation soutenue, les ressources drainées sans remplacement ont conduit à l'effondrement une fois la source disparue. Les tentatives de maintenir leur style de vie avec des revenus diminués ont accéléré leur chute, les dettes s'accumulant sans contrôle. L'éducation de Léo a été sacrifiée pour de l'argent immédiat. La carrière de mon père a été paralysée par la négligence. Le confort de Sophie a été réduit à l'essentiel. L'histoire illustre une leçon claire, entretenir la dépendance sans responsabilisation invite à la ruine, tandis que prioriser sa propre préservation favorise l'indépendance. Les limites protègent la prospérité, la générosité sans limite l'érode.